Bonjour et bienvenue dans Si on changeait, l'émission qui vous propose un autre regard sur l'engagement citoyen. Nous sommes de plus en plus nombreux à adopter un comportement éco-responsable, à vouloir la transition énergétique, mais cette transition ne peut se faire sans les entreprises et c'est pour ça que nous accueillons Michel Dernevet. Bonjour. Bonjour. Vous êtes secrétaire général d'Enedis, professeur également à Sciences Po et au Collège d'Europe de Bruges. Pour tout citoyen, la transition énergétique, c'est changer nos sources d'énergie, avoir des énergies renouvelables et moins consommer. Mais pour une entreprise comme la vôtre, la transition énergétique, c'est la même chose ? C'est un peu la même chose, c'est-à-dire qu'il faut changer ses modes de production d'abord, et le réseau est essentiel pour relier les énergies renouvelables. Le photovoltaïque, l'éolien suppose d'avoir des réseaux pour faire que ces énergies soient échangées et partagées par-delà les territoires. Et puis, vous évoquiez la maîtrise de la consommation, l'efficacité énergétique, c'est un formidable gisement aussi pour demain, et ça passe notamment par des dispositifs de comptage intelligent, par le fait que vous puissiez, comme moi, devenir un consommateur-acteur. C'est des mots qu'on emploie depuis des dizaines d'années, mais là, on est au moment de vérité, puisque le comptage intelligent, partout dans le monde, se diffuse. Alors pour une entreprise comme Enedis, qui distribue l'électricité, quand est-ce que vous avez commencé à vous lancer dans cette problématique de la transition énergétique ? Alors, il y a à la fois des éléments de fond qui renvoient à l'arrivée des renouvelables dans le paysage énergétique et électrique français. Il y a aussi des éléments de conviction, si vous passer cette formule, puisque les salariés d'Enedis sont aussi des citoyens par ailleurs, et on voit bien qu'on a développé depuis une dizaine d'années une démarche de RSE à l'intérieur de l'entreprise, qui fait que, par exemple, nous avons près de la moitié de nos salariés qui sont impliqués dans une plateforme où ils témoignent de leurs gestes, de leurs éco-gestes pour l'environnement. Et donc on voit que le fond, le changement, la transformation des systèmes énergétiques va de pair avec un engagement au quotidien et un partage d'un certain nombre de convictions par les salariés de l'entreprise. Et ce croisement, il est essentiel, il est stratégique. Ça n'est pas que quelque chose qui nous est imposé, ça relève aussi du libre choix et du libre engagement de chacune et de chacun. C'est une démarche collective C'est une démarche collective d'entreprise. Alors concrètement, si il y avait 4 grands points abordés sur la transition énergétique vue par Enedis, vous nous avez parlé des compteurs intelligents, c'est ça ? C'est Oui. Linky, ça fait partie de... C'est un des éléments, puisque on voit bien que la période actuelle est marquée à la fois donc, par une demande d'information, de transparence, de meilleure connaissance de la facture. Vous allez demain souhaiter mieux connaître votre propre mode de consommation. Et ça, Pour vous faire savez, des économies. vous avez une voiture. Dans votre voiture, il y a un compteur qui vous indique la jauge d'essence, si vous avez un véhicule thermique, qui vous indique votre vitesse, qui vous donne des informations. Aujourd'hui, paradoxalement, le consommateur d'énergie, il a peu d'informations de ce type. La première étape du dispositif de comptage intelligent, c'est pouvoir vous restituer très près du temps réel ce que vous consommez pour susciter peut-être de votre part des améliorations, des modifications de votre comportement. L'Agence internationale de l'énergie nous dit que ce gisement autour de l'efficacité énergétique, la meilleure maîtrise, ça peut être 30% d'émissions de CO2, de gaz carbonique, en moins au niveau de la planète. Donc on voit bien qu'il ne faut pas raisonner en matière d'énergie uniquement sur l'aspect production. On n'est plus dans ce XXe siècle où la question c'était de savoir est-ce qu'on aura assez de production pour satisfaire la demande. La demande est une partie essentielle de l'équation. Et une meilleure maîtrise de la demande rentre dans une perspective qui est une perspective d'avenir. L'arrivée de ces compteurs Linky, alors il y a eu des polémiques, etc., mais encore, ça s'installe progressivement. 32 000 par jour. 32 000. Il y a 35 millions de compteurs à changer. Au final, donc en 2021, donc 32 000 mais juste compteurs une petite par question, développement durable. Que fait-on des anciens Ces compteurs ? compteurs sont recyclés, sont pris, sont en partie vont vers des associations qui sont des associations spécialisées. Et donc, nous sommes aussi très en lien avec tout ce qui est le travail effectué par des associations d'handicapés ou autres. Donc, ces compteurs sont traités, recyclés, remis à l'État. Donc, on n'est pas dans le schéma de les laisser de côté. Les vieux compteurs bleus sont recyclés. Ça fait partie aussi des engagements RSE de l'entreprise. Alors, vous avez parlé également de toute la problématique de connexion vers les nouvelles énergies, les énergies renouvelables. C'est un gros enjeu. Qu'est-ce qui se passe et que fait Enedis concrètement ? C'est un enjeu parce que les territoires ne vivent pas de manière isolée. Si vous voulez, il y aurait une projection un peu idéologique où on pourrait envisager la transition comme des phénomènes locaux ou ultra-locaux. En fait, dans un système électrique, on est relié. C'est-à-dire que ce que je produis, moi, dans mon département, dans ma région ou dans mon pays, participe
peut-être de l'équilibre et de la sécurité électrique de l'espace à côté, de la région d'à côté, du pays d'à côté. Et donc comprendre ça, ça veut dire qu'à un moment donné, l'arrivée des renouvelables n'est pas la négation du fonctionnement en réseau, un système. Au contraire, on a une bonne articulation envisagée. Vous évoquiez tout à l'heure le fait qu'Enedis c'était un réseau de distribution. C'est aussi un formidable réseau de collecte. Aujourd'hui, partout dans les territoires, il y a des centaines de milliers de sites de production qui sont reliés et grâce au réseau qui permettent aux renouvelables, un, de se développer, deux, d'être partagés entre les différents territoires. Ça a été compliqué à mettre en œuvre. Aujourd'hui, est-ce que ça fonctionne bien? Aujourd'hui, j'ai un projet, je veux mettre du photovoltaïque sur mon immeuble collectif. Je dois me connecter au réseau Enedis. Ça se passe bien? Il n'y a pas de difficulté d'ordre technique. Il peut y avoir des difficultés d'ordre administratif, des procédures qui sont plus ou moins rapides. Mais techniquement, l'histoire des grands réseaux électriques depuis un siècle, c'est une histoire de l'adaptation. C'est des réseaux qui ont su évoluer au fil des demandes, à la fois des choix de politique énergétique qui ont été faits. Et donc, nous n'avons pas de difficulté. La meilleure preuve, c'est qu'en 10 ans, le pourcentage d'énergie renouvelable raccordée au réseau a été extrêmement en augmentation. On était quasiment à epsilon dans les années 2004-2005. Aujourd'hui, c'est une part très significative. Et de notre point de vue, cette part ne va aller qu'un croissant. C'est un peu aujourd'hui ce qui est en discussion, qui va être en discussion à l'Assemblée dans les semaines qui viennent, puisqu'il y a une programmation pluriannuelle de l'énergie qui est en débat, il y a des textes européens à transposer, et on voit très bien que la part des renouvelables dans un beau pays comme la France, elle va s'accroître, et que le réseau sera essentiel à cet accroissement. Autre engagement aussi d'Enedis et de voir, c'est encourager et favoriser la mobilité électrique, donc mettre de l'électricité à disposition pour les véhicules électriques. Avoir à la fois des bornes disponibles sur les voies publiques, mais aussi des bornes dans les immeubles. Vous savez que le grand défi de la mobilité électrique, c'est prévoir dans l'habitat, notamment dans l'habitat collectif, des systèmes qui soient performants, qui permettent chez vous de plugger, d'avoir une prise électrique au bon endroit. C'est pas évident. Ça sera facile à faire avec les nouveaux immeubles, les nouvelles constructions. Il y a tout le parc existant qui est aussi en attente. Et donc ça, c'est un vrai défi. C'est-à-dire quand on pense borne électrique, il n'y a pas uniquement la borne dans la rue, mais il y a aussi un sujet qui renvoie à l'habitat collectif. Et donc c'est un travail que nous faisons avec les différents acteurs du logement en France. Permettez-moi aussi de souligner que cette question de la mobilité électrique, c'est une question aussi éminemment stratégique en termes territorial. Ça ne doit pas être qu'un sujet pour les grandes villes, c'est aussi un sujet pour les territoires ruraux qui sont en demande d'avoir un équipement en borne satisfaisant. Et là aussi, une entreprise de taille nationale comme Enedis peut embrasser à la fois les problématiques urbaines, des métropoles de demain, et en même temps les problématiques rurales. C'est stratégique dans ce moment que vit notre pays. C'est une stratégie et une volonté politique d'Enedis de manière générale. C'est dans l'ADN d'Enedis. Enedis, c'est une entreprise qui s'appelait auparavant ERDF, qui avant 2008 était la direction de la distribution d'EDF, et nous avons été créés par la loi du 8 avril 1946 qui fait que dans ce pays a été envisagé un fonctionnement homogène, péréqué entre les différents systèmes de distribution d'électricité, et donc le fait que ce souci d'équilibre urbain-rural, il est dans les gènes de notre entreprise. Dernier gros point de l'intervention d'Enedis en matière de transition énergétique, c'est ce qu'on appelle les smart grids. Expliquez-nous ce que c'est, parce que là, c'est très important et c'est votre grand chantier. Les smart grids, ça part de l'idée, on a évoqué déjà le sujet du raccordement de plus en plus d'énergie renouvelable, mais ça part de l'idée qu'à un moment donné, les réseaux ne vont pas véhiculer que de l'électricité. Les réseaux, ils vont de plus en plus véhiculer des données, de l'information, de l'intelligence. Et ce terme smart grid, d'abord, il y a 10 ans, 20 ans, les réseaux étaient déjà intelligents. Un réseau électrique, c'est des systèmes d'information extrêmement complexes. Simplement, on voit très bien que l'arrivée du numérique digital va renforcer cette dimension d'intelligence, et avec la nécessité pour nous de faire que chacune et chacun, que chaque citoyen se sente impliqué dans cette gestion du réseau. Et donc, on voit que c'est un mouvement qui est un mouvement
passionnant parce que ça n'est pas le réseau électrique n'est pas une boîte noire, n'est pas un système qui est géré uniquement par des experts. Ça va devenir de plus en plus, à travers les données disponibles, un endroit où on va pouvoir partager des informations, des données. Mais ça va permettre de faire des économies, de mieux gérer transformer complètement l'économie et les politiques locales. Je prends 2 exemples. Si vous avez une politique de lutte contre la précarité énergétique dans une ville, et si vous pouvez avoir des données, des informations agrégées, anonymisées, non pas sur votre situation à vous, mais sur le fait qu'un quartier regroupe plutôt des gens qui sont en position de fragilité au plan financier, ben vous pourrez adresser les politiques sociales de manière plus précise. Si, à travers une vision des grands circuits de mobilité dans une ville, les données que le réseau a sont restituées aux collectivités, on pourra avoir une politique de transport plus éclairée, plus intelligente. Donc, vous voyez que ce sujet des smart grids, c'est un sujet qui irrigue l'ensemble des politiques urbaines et territoriales plus généralement. Et donc, on est au croisement où le réseau électrique alimente toute une série d'autres politiques publiques et ne se cantonne pas à être un vecteur de politique énergétique. Et ça, c'est passionnant parce qu'on voit très bien on voit où commence ce process de partage d'informations et on ne voit pas très bien où il finit parce qu'il va faire l'objet d'apprentissage, d'expérimentation avec les élus, avec les décideurs, avec des associations. Et donc c'est en cela que le moment qu'on vit est un moment de bascule où les politiques énergétiques par le passé étaient souvent le fait de décisions nationales, parfois technocratiques, et on voit que demain, elles seront de plus en plus le fait de démarches partagées avec l'ensemble des citoyens. Et basées sur la réalité de la basées sur la réalité des données qui seront à la fois votre propriété, les données appartiennent au consommateur et elles doivent lui être restituées, et lui seul peut décider ce qu'il en fait, et en même temps, quand ces données sont agrégées, anonymisées, on voit bien qu'elles peuvent alimenter les politiques publiques, les politiques des collectivités. Quel regard portez-vous finalement sur cette transition énergétique? Est-ce que ça se passe bien? Est-ce que vous avez bon espoir qu'on la réalise convenablement en France? Elle se passe très bien. Vous savez, en 2007, au niveau européen, il y a eu les chefs d'État et de gouvernement qui se sont lancés dans des objectifs à l'horizon de 2020. Ils nous parlaient de limiter les émissions de CO2. Ils nous parlaient d'accroître la part des renouvelables. Ils nous parlaient de plus d'efficacité. L'an prochain, nous allons être au rendez-vous de cet engagement autour des 3x20, du paquet énergie-climat de 2007, et on est quasiment au rendez-vous. C'est-à-dire qu'on a dépassé la réduction des émissions de CO2, on est à 24% au lieu de 20% qui avait été promis. L'efficacité, même mouvement. Les renouvelables, on va y être, sensiblement en dessous, mais on va y être aussi. Donc on voit bien que ce qui a été promis à un moment donné est délivré. Et ce mouvement-là va s'accroître. Les États membres de l'Union européenne, on va voter pour les élections européennes dans quelques jours, ont pris d'autres engagements à horizon 2030-2040. Et on voit bien que la transformation de la société se réalise. Alors, comme toute transformation, il y a parfois des réticences, des hésitations, des peurs. On évoquait tout à l'heure le compteur Linky. Parfois, il y a des craintes. Mais gardons le cap, gardons l'essentiel et essayons de travailler. Jacques Attali a souvent évoqué les notions d'économie positive. Mettons-nous dans l'idée que cette transition énergétique, elle introduit du positif, elle introduit de la transformation, mais dans l'intérêt de chacune et de chacun. Mais pour vous, ça se passe également au niveau européen, c'est très important parce que c'est le citoyen, les entreprises, le territoire. Ça se passe surtout au niveau européen. La transformation du monde, elle est un enjeu de continent. L'an dernier, M. Trump, par une logique de repli et de retrait de son pays, a entraîné les États-Unis à une augmentation de 8% de la consommation, de 8% de la production. Les émissions de CO2 augmentent de 3,4% en 2008 aux États-Unis. Ça n'est pas le sens de la période. Le sens de la période, c'est une période où on va à la fois transformer les modes de production et s'adapter en termes de consommation. Que l'Europe reste pionnière en la matière, ça serait pour la France et pour l'ensemble des autres pays membres de l'Union, un signe positif. Monsieur Derdevet, merci infiniment pour votre témoignage. Et quant à nous, on se retrouve bientôt pour une nouvelle émission Si on changeait. Si vous voulez en savoir plus, vous pouvez aller bien sûr sur le site www.enedis.fr et sur le blog de Monsieur Derdevet, michelderdevet.com. Au revoir et à bientôt.